Alors, Julie, après ma longue introduction, je te passe la parole parce que c'est toi qui mets en place pas mal des solutions d'account-based marketing avec tes clients. Et donc, on a mis au point une petite méthode sur cette partie-là. Donc, à toi de jouer. Merci. Oui, en effet, on a quelques points clés qu'il ne faut pas louper quand on veut mettre en place sa première campagne d'ABM. Du coup, la première étape, Guillaume en a déjà un petit peu parlé, mais c'est vraiment clé, c'est l'alignement marketing-vente. Alors, on sait que c'est de toute façon un enjeu dans plein de cas de figure pour dérouler des projets d'envergure au sein des entreprises, mais d'autant plus dans l'ABM, puisqu'il faut vraiment définir les objectifs et les KPI communs qu'on va suivre tout au long du projet et vraiment aussi définir les rôles de chacun et quand est-ce qu'on se passe la balle, quand est-ce que le projet passe du côté sales et vraiment voilà, bien répartir les rôles et ça dans la durée parce que ce qui est décidé au départ n'est pas forcément ce qui va se passer par la suite. Donc de remettre sur le tapis cette répartition des rôles tout au long du projet IBM, c'est hyper important et d'être vraiment dans ce dialogue permanent. Ce qui va être aussi hyper important, c'est d'implémenter ou d'avoir en tout cas des outils partagés dans lesquels on va pouvoir retrouver toute la donnée liée à la démarche IBM, donc toute la donnée sur les comptes, sur les contacts, toute la partie analytics de comportement des comptes sur les mécaniques qu'on met en place et idéalement que tout le monde ait accès à cette donnée-là de manière ultra fluide, transparente au quotidien pour récupérer la donnée dont il a besoin et que ça déclenche aussi des échanges, des questionnements vis-à-vis des données qui sont remontées. Un point qui est aussi clé, c'est de mettre en place des points réguliers de contact, donc vraiment des réunions inter-équipes marketing et sales, justement pour suivre l'avancement, voir les points de blocage et redéfinir, comme je le disais, les rôles au fur et à mesure de l'avancée. Et avoir un processus de feedback continu, que vraiment les sales remontent si la qualité des leads qui ont été générés, enfin des leads est bonne, savoir si ça donne lieu à des opportunités et s'il faut ou pas revoir la segmentation des comptes et des contacts qui ont été faits pour vraiment maximiser les taux de conversion derrière, sachant que c'est un processus long, donc faut monitorer ça au quotidien et voir comment ça évolue. Cette première étape, elle est parfois un peu zappée. Soit parce que le marketing se dit, en fait, on va faire notre taf, on va ramener des contacts comme la direction commerciale nous le demande, ils veulent des leads chauds. Soit parce qu'on ne sent pas qu'il y a une accroche suffisante à cette approche-là, à cette mécanique-là, côté sales. Et ça, c'est en général, c'est des signes qui montrent qu'il faut d'abord prendre un petit peu de temps pour expliquer, faire un peu de pédagogie, leur montrer ce live peut-être, pour qu'ils puissent voir un peu quel choix on va devoir faire, s'aligner sur les comptes, ça on va venir juste après, mais c'est super important de le faire ensemble, et puis de le garder dans la durée. Ce côté processus de feedback continu, il est super important parce qu'en fait, au fur et à mesure, on va apprendre des choses, on va voir des choses qui ne marchent pas, on va revoir des priorités aussi, parce qu'on va se dire, non, en fait, sur ce type de compte, ça marche mieux, on vend plus, donc en fait, on va abandonner les autres. Donc ça aussi, voilà, c'est quelque chose qui est super important. Il faut qu'il y ait une volonté, en fait, entre le DIRCO et le directeur marketing, ça commence par là, et puis après, c'est avec le reste des équipes. Du coup, on passe à l'étape d'après, qui est en effet le ciblage des comptes. Du coup, c'est vraiment le point de départ, c'est d'identifier cette fameuse centaine de comptes sur lesquels on va vouloir travailler en priorité pour vraiment bien répartir nos efforts et avoir là aussi une approche progressive, du coup de ne pas forcément vouloir tout de suite avoir énormément de comptes, mais déjà de bien les cibler. Donc les critères pour bien les cibler, c'est de voir le potentiel de business qu'ils vont pouvoir nous rapporter, bien sûr en fonction de la taille de l'entreprise, du chiffre d'affaires de l'entreprise, mais aussi plus précisément d'essayer d'estimer le potentiel que l'entreprise en question va pouvoir donner à notre solution. Quel est le budget qu'ils pourraient investir dans notre solution, dans notre service, et pas uniquement leur chiffre d'affaires global. Aussi de regarder la maturité des interlocuteurs, de d'abord se concentrer sur des comptes où ils ont déjà connaissance des enjeux de votre solution, de votre service, pour essayer de gagner du temps et de pas être trop dans une démarche d'évangélisation et de vraiment pouvoir tout de suite avoir des effets à court, moyen terme.
Aussi, bien sûr, de faire attention au secteur d'activité qu'on va travailler. En priorité, se concentrer sur des secteurs où on a déjà des expériences passées, où on sait de quoi on parle et où on va pouvoir rassurer avec des références actives au sein de notre portefeuille de clients, avec des cas d'usage pour montrer que ça marche et si possible aussi avec des chiffres, des choses qui prouvent que ça marche et des métriques chiffrées. On sait que c'est pas facile à avoir, mais quand on en a, ça fait souvent la différence. À toi la parole, Guillaume. Ah non, pardon. Non, c'est encore à toi. Du coup, un point clé dans ce ciblage des comptes, c'est de définir son ICP, donc son profil client idéal. Donc vraiment, comme je le disais, il faut voir quels sont les critères qui vont définir un compte stratégique. Pour ça, une bonne pratique, c'est de lister ses meilleurs clients et de voir qu'est-ce qui les réunit, qu'est-ce qui fait que finalement, ils sont pas si loin les uns des autres. Donc, de lister les critères communs à vos principaux clients. Et comme on le disait, de bien valider entre marketing et sales cette liste de critères et du coup, cette liste de comptes à laquelle on va aboutir pour démarrer cette première campagne IBM, qu'on soit vraiment bien d'accord sur le premier batch qu'on va mettre en place et ensuite qu'on va pouvoir enrichir au fur et à mesure des campagnes qu'on va mettre en place. Ouais, ce côté enrichissement, il est important. C'est pas si important, en tout cas dans la mise en place de la première campagne, d'être exhaustif. Parce que déjà, il y a une question de volume, une question de temps aussi passé à juste chercher les bons comptes. Parfois, c'est bien aussi de se dire, je commence avec ce premier sous-set de comptes. Je vais faire un premier run, je vais faire une première itération, je vais apprendre, je vais régler des choses, et puis je ferai les comptes après pour pouvoir dimensionner ou accélérer la campagne. Et pour ça, il y a plein de critères qui permettent de diminuer un échantillon. Soit on peut être juste plus exigeant sur un certain nombre de choses, soit on peut trouver des critères géographiques, de se dire je vais d'abord regarder autour de moi et puis si ça marche, je le ferai ailleurs. De rentrer des critères, typiquement si je vends à des sites industriels, de regarder combien l'entreprise a de sites différents. Est-ce que j'arrive à identifier des tendances dans des classements, dans des participations à des salons. Il y a plein d'indices comme ça qui peuvent être utilisés pour venir assez finement trouver des critères qui vont permettre derrière de faire ma sélection. Et ça, derrière, effectivement, on part sur de la recherche d'entreprise. Oui, tout à fait. Donc, on a en effet des outils qui nous permettent vraiment de nous aider dans ce ciblage des comptes. Donc, là, par exemple, sur Papers, on peut vraiment filtrer par secteur d'activité et de manière assez fine, puisque dans l'industrie, par exemple, qu'on voit ici, ça détaille vraiment les sous-industries qui sont concernées. Donc, ça nous permet d'être assez fin dans la sélection des comptes qu'on va faire. De la même manière, sur Sales Navigator, on peut vraiment utiliser des filtres précis sur l'effectif de l'entreprise avec des fourchettes, des tranches assez fines. Là, on voit entre 200 et 500, entre 500 et 1000, donc qui nous permettent vraiment de tester aussi si j'ajoute une tranche, qu'est-ce que ça me rajoute comme volume de compte et vraiment de dimensionner le plus précisément possible les types de comptes sur lesquels je vais me concentrer dans un premier temps. La croissance de l'entreprise, c'est aussi hyper intéressant parce que ça montre qu'il y a une projection de business qui se porte bien et donc il y a peut-être potentiellement plus de business à aller faire auprès de ces comptes-là dans le futur que par le passé parce qu'ils sont en pleine expansion. Donc il y a des choses comme ça. On peut aussi aller rajouter des intents de la presse, on voit des rachats d'entreprises par des grands groupes et donc tout ça c'est des marqueurs qui nous permettent de détecter s'il y a un potentiel et qu'il est intéressant d'aller injecter dans notre ciblage pour tester des choses et voir si on trouve des patterns de certains critères qui sont plutôt prometteurs pour générer du business. Ça, c'est un processus aussi qui doit être itératif. C'est-à-dire que je vais réfléchir, je vais trouver des critères, je vais jouer avec ces critères-là pour voir où est-ce que j'arrive à trouver la donnée. Est-ce que je la trouve sur SalesNav, sur Papers, dans d'autres bases de données qu'on peut aller chercher aussi, type Nomination, Compass, Zoom Info sur des pays anglo-saxons. Il y a plein de bases de données qui permettent d'avoir ça. Mais comme je le disais, c'est un processus itératif. C'est-à-dire c'est pas parce que j'ai trouvé mes critères, je les ai mis dans une base de données, j'ai fait mon fichier, que le choix est fini. Il y a aussi un critère derrière de dire maintenant je vais regarder
chacun des comptes, je vais me palucher le spreadsheet ou la liste SalesNav que j'ai constituée. Je vais aller passer un peu de temps sur le site internet de la boîte, je vais regarder un peu comment ça se passe, je vais regarder un peu ses dirigeants. Il y a aussi voilà, ce travail d'info, c'est pour ça que dans une première campagne, c'est bien aussi de ne pas partir sur 3000 comptes là-dessus, parce que sinon je vais mettre beaucoup de temps à faire cet apprentissage et à faire ma sélection. Donc là, ce qu'on vous recommande, c'est de dire faites vos premiers jeux, extrayez une première liste, et après, allez passer du temps. Et c'est intéressant de sentir aussi ce qui se passe sur l'industrie, où est-ce qu'ils sont présents, comment ils prennent la parole, quels sont leurs sujets de prise de parole. Ça, c'est super important, parce qu'au-delà de la liste brute, ce qu'on veut vraiment savoir derrière, c'est un peu plus finement, est-ce que ça semble bon a priori, est-ce que le fit peut être bon, est-ce que j'ai des choses à raconter, et qu'est-ce que j'apprends de ces contacts-là, de ces comptes-là. Et derrière, après, vous structurez vos listes, comme on le disait, là, typiquement, c'est des comptes enregistrés sur des listes Sales Navigator. Ça sera la même chose dans un CRM ou dans d'autres outils, mais l'idée, c'est vraiment de se dire, à un moment, j'ai un cut, j'ai une recherche faite sur base de critères, et puis derrière, j'ai des gens que je vais exclure, des gens que je vais sélectionner, éventuellement même faire des tiers, déjà de me dire, eux, ils sont vraiment sexy, c'est mon top 1, voilà, niveau 1 de contact, de compte, c'est ceux-là que je vais aller chercher. Une fois qu'on a fait ça, donc normalement, on a une liste de comptes. 10, 50, 70, 200, voilà. Trouver quelque chose entre 20 et 150, c'est bien pour commencer. Ça, c'est plus un peu notre apprentissage en le faisant. Ça dépend évidemment du nombre de commerciaux aussi derrière que vous avez, les moyens que vous avez, mais en général, c'est quelque part là-dedans qu'on va réussir à faire une première itération intéressante. Une fois qu'on a ça, on n'a fait que la moitié du boulot d'identification, parce qu'on a les entreprises, et notamment si c'est des grands comptes, derrière, il faut trouver à qui je parle, les individus à qui je vais parler. Et donc pour ça, il y a différentes choses sur lesquelles on va pouvoir faire levier. Déjà, c'est très rare quand même, si vous êtes déjà un peu dans le business, que dans ces comptes-là, vous n'ayez pas des contacts déjà existants ou passés. Et donc c'est déjà intéressant de se dire comment est-ce que je fais le lien entre mon CRM et cette liste de comptes pour déjà identifier les quick wins des gens que j'ai déjà, peut-être d'ailleurs des anciens clients, des clients, peut-être des gens que j'ai connus dans une autre vie, qui étaient dans une autre boîte, qui sont passés dans un de mes comptes. Donc il va falloir déjà regarder ça. Une fois que ça c'est fait, derrière, il y a plein de choses qu'on peut récupérer. Évidemment, de l'info depuis LinkedIn ou Sales Navigator. Une fois que j'ai mes listes de comptes, le plus simple, c'est de faire une recherche avec des critères sur les individus. On peut même gérer des personas dans son compte Sales Navigator pour dire maintenant, tu prends ces comptes et tu me trouves les bons personas au sein de ces comptes. Donc là, je vais commencer à récupérer différentes pistes de contacts. Et puis derrière, je vais pouvoir regarder ce qui se passe en termes d'engagement, est-ce que ces gens-là, j'arrive à les connecter, Donc là, il y a vraiment tout ce travail-là qui se fait, et puis derrière, on va pouvoir faire des rapports. On va pouvoir regarder des rapports sectoriels, de se dire, tiens, dans tel secteur d'activité, qui sont les personnes en vue, qui sont les contacts qui émergent, que je vais pouvoir récupérer. Et donc là, on passe, au-delà de l'ICP, on va passer vraiment à ce travail-là. Donc on a un premier travail de persona, de se dire, quel que soit le compte, voilà les typologies de personnes que je veux aller chercher. Voilà, un directeur RSE, un directeur marketing, un responsable communication externe, un responsable de réseaux sociaux, par exemple. Ça, c'est des personnes qu'on va pouvoir identifier. Ça, c'est des paquets. Et puis derrière, je vais descendre au niveau de trouver le nom et le prénom et éventuellement l'email et le compte LinkedIn de ces personnes-là dans chacun des comptes. Donc là, je passe finalement, j'avais une ligne par entreprise cible. Maintenant, j'ai commencé à descendre, à avoir plusieurs lignes dans chacune des entreprises cibles. Ça, évidemment, ça se fait, comme je le disais, en lien avec votre CRM, notamment dans HubSpot. Vous savez qu'on est assez fervent supporter de ce qui peut se passer dans HubSpot, même si on est ouvert sur d'autres solutions. Il y a un sujet qui s'appelle Target Accounts, compte prioritaire dans HubSpot, dans lesquels je fais ma liste de sociétés, et automatiquement, vous le voyez là sur la colonne juste à droite des noms des comptes, je vais retrouver le nombre de personnes que j'ai déjà dans la base sur chacun des comptes Voilà, ça c'est en gros, maintenant j'ai mes cibles en termes de personnes, et je vais pouvoir commencer à leur parler, parce qu'évidemment on ne parle pas à une entreprise, on ne parle pas à un compte. Voilà, il n'y a personne qui écoute sur un compte. Donc là, on va parler à des personnes. Et pour ça, évidemment, vous nous connaissez. Chez Invox, il faut du contenu. Et également du contenu personnalisé. Parce que si je veux m'adresser à une entreprise et mettre le plus de chances de mon côté de taper au bon endroit et de raconter des choses qui sont intéressantes, il va falloir quand même que je personnalise un petit peu. Alors la personnalisation, elle peut se faire de plein de façons différentes.
Déjà, de regarder quels sont les enjeux spécifiques des entreprises auxquelles je m'adresse. Normalement, il y a un lien entre votre offre, ce que vous proposez, les problèmes rencontrés, les solutions nécessaires dans une industrie ou dans certains types d'acteurs. Normalement, il y a un croisement. Donc, ça, il va falloir savoir l'expliquer correctement. Le contenu personnalisé est aussi nécessaire parce que, en fait, je vais avoir un parcours d'achat, comme on le disait en entame, qui est long. Et donc, ça veut dire que j'ai des niveaux de maturité tout au cours de ce processus qui vont évoluer. Donc, j'ai des gens, peut-être, il faut faire de l'évangélisation très tôt. En tout cas, il faut être équipé de contenu d'évangélisation. Ça, typiquement, pour nous, chez Invox, c'est notre vidéo, c'est quoi la Demand Generation. Et puis, plus je vais descendre dans la prise de décision, plus je vais être proche d'une prise de décision, plus je vais être mature dans ma compréhension du sujet, plus je vais avoir besoin de contenu spécifique, d'aide au choix, de comparatifs, d'outils de compréhension de mise en place, de conviction aussi en interne. Donc, il faut vraiment couvrir l'intégralité des étapes du parcours d'achat. Et comme on est dans une vente complexe, on a aussi le sujet de dire, parfois je parle à des personnes très différentes. Je peux avoir un directeur achat, un directeur marketing, un CEO qui vont être autour de la table. Ils n'ont pas envie d'entendre les mêmes choses. Ils n'interviennent pas au même moment et sur les mêmes critères de prise de décision. Et puis pour rajouter un tout petit peu à la problématique, même si ça aujourd'hui on sait assez bien le couvrir, ce contenu, il va falloir aussi le décliner suivant les différents canaux sur lesquels je vais adresser les personnes. Parce que c'est même si c'est le même sujet et que c'est les mêmes arguments que je vais utiliser, c'est pas la même chose de faire un webinar, un live, de faire une vidéo courte, de faire un message de prise de contact sur LinkedIn ou un post LinkedIn, de faire un contenu plutôt typé e-book, master content, un truc un peu dense. Donc ça, c'est des choses aussi qu'il va falloir travailler. Et tout ça, évidemment, on va regarder. Dès que je commence à shooter plusieurs dizaines ou centaines de personnes, j'ai des chiffres, je vois ce qui marche, je vois les accroches qui prennent, les sujets qui fonctionnent, peut-être les formats qui marchent mieux sur une industrie ou une autre ou sur une cible en particulier. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose d'important. En gros, quand même, pour commencer, le kit classique, c'est j'ai un premier lead magnet, j'ai un contenu un peu quali, un peu sexy, une étude, un e-book un peu chiadé sur lequel j'ai un peu investi. Ça, c'est un peu mon point de départ. Derrière, je vais mettre autour de ça quelques cas clients, idéalement des références qui vont parler aux personnes que je vais adresser. C'est là aussi on rentre dans de la personnalisation. De dire, suivant les secteurs d'activité que je vais cibler, je peux en avoir plusieurs dans une démarche IBM. Je vais peut-être pas dire tout à fait les mêmes choses, je vais pas mettre en avant les mêmes cas clients. Donc ça, c'est important. Cas clients, ça peut être de plein de façons différentes, vidéo, écrit sur votre site, des verbatims, voilà, ça peut être pas mal de choses. Et puis, idéalement, il va falloir venir nourrir un petit peu ça avec, je le disais tout à l'heure, des contenus un peu plus simples d'accès, donc des courts articles, des vidéos, un webinar, un live, qui est toujours aussi quelque chose d'intéressant pour mettre le pied dans la porte et inviter à participer. En général, ça va tourner un petit peu autour de ça. Il n'y a pas besoin d'avoir énormément de contenu, mais comme les cycles sont longs, il faut quand même avoir différentes raisons de revenir vers eux. On aime bien toujours donner des exemples sur des choses qu'on a pu faire. Vous le savez aussi si vous nous suivez régulièrement. On a sorti une grande étude Leader Advocacy, donc comment les dirigeants de belles PME, B2B, de TI prennent la parole sur LinkedIn. Donc chaque année, on extrait pas mal d'infos pour analyser ça. Ça, on en fait une grosse étude. C'est un peu notre démarrage de campagne sur le sujet. Et on a une démarche d'account-based marketing qui tourne sur ce sujet-là, sur 500 entreprises cibles qui sont vraiment dans les critères de ça. Derrière, on a des pages dédiées sur notre site, on a un live avec des capsules qui en ressortent, donc on a un replay qu'on peut pousser finalement tout au long de l'année sur le sujet. On a des petites vidéos plus courtes qui expliquent des points spécifiques sur les chiffres, sur les bonnes pratiques, sur des conseils pour mettre en œuvre ces mécaniques-là. Et puis on a aussi des contenus un peu plus snack pour les réseaux sociaux. Ça permet de faire un petit bruit de fond ou aller faire des ads sur ça. Donc voilà, ça c'est les posts sponsorisés ou pas. Et puis on peut même aller sur les mèmes ou les mimes. On ne sait pas trop. Dites-nous comment vous dites, si c'est mime ou mème. On a un petit débat en interne qui peuvent aussi venir juste faire sourire, engager un petit peu plus, faire un petit mail de suivi un peu différent aussi, et faire en sorte que au sein d'une entreprise, petit à petit, on rayonne comme ça et on touche les différentes personnes. Pour conclure, mais on va y venir et ça fait la transition avec la suite, c'est pas seulement du contenu, c'est aussi le contenu dans les campagnes. Donc il y a aussi des mails à rédiger. Dans les mails, on peut dire des choses. C'est super important cette partie-là. Et là aussi, on va avoir
des possibilités de personnalisation et qui sont notamment aujourd'hui facilitées avec un petit peu d'IA, avec la donnée disponible et puis la capacité à avoir aussi des contenus plus sectorisés. Ça aussi, c'est super important pour pas que les personnes que vous mettiez dans votre campagne se sentent recevoir un message super générique qui ne leur parle pas, qui ne sont pas adaptés à leur métier à eux ou leur industrie. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est super important. Ce qui nous amène aux séquences. Je regarde dans les questions. Pour l'instant, vous n'êtes pas trop questionnant. Mais n'hésitez pas à faire chauffer les commentaires si vous avez des questions, des remarques, des choses pas d'accord ou d'accord, ou des choses que vous avez testées. Ça nous intéresse aussi beaucoup. Tout à fait. Dans les séquences, en effet, ce qui est hyper important, c'est de réussir à mixer les canaux de diffusion pour toucher nos personas et nos décideurs là où ils ont l'habitude d'interagir et là où ils sont le plus susceptibles de répondre. Donc pour ça, on va essayer de mixer au maximum les canaux et d'avoir une approche progressive dans le temps où on va alterner les canaux de diffusion pour maximiser l'interaction avec nos cibles. Pour ça, on a des outils qui nous permettent justement de penser des séquences en mixant les différents canaux. Donc, par exemple, la grosse machine ou l'Emlist qui nous permettent d'avoir de l'email, de l'inmail, des demandes de connexion pour démarrer déjà sur LinkedIn, pour pouvoir ensuite envoyer des emails et pouvoir interagir sur LinkedIn, et aussi de pouvoir mettre des tâches de call pour les sales, pour que vraiment ils aient un moment identifié dans la séquence qui a été définie en amont, où ils prennent le relais. Si on voit que les personnes ne répondent pas aux mails et sur LinkedIn, et de venir essayer de mettre le canal téléphonique à un moment clé de la séquence pour vraiment voir quel est le canal qui marche le mieux et de voir en effet les différences en fonction des personas, en fonction des secteurs d'activité, parce qu'il va y avoir des habitudes et des canaux privilégiés en fonction de toutes ces données-là. Et donc, pour vous donner un exemple de séquence, là, on voit qu'on démarre en effet par une demande de connexion LinkedIn. Si la personne accepte notre demande de connexion, on essaye plutôt de lui parler directement sur LinkedIn via des messages privés. Si au contraire, la personne n'accepte pas notre demande de connexion, on passe par email. Et comme je le disais en haut, on voit qu'on ajoute une tâche de call si la personne ne répond pas, par exemple, à l'email ou aux quelques emails qu'on a essayé d'envoyer. Et on vient du coup remixer. Après, une fois qu'on a commencé à interagir sur LinkedIn, on peut aussi venir remettre de l'email et donc vraiment alterner nos différents canaux. Et comme le disait Guillaume, ce qui est ultra important, c'est de venir avoir des messages percutants et ultra personnalisés. Pour ça, les outils d'envoi nous permettent d'utiliser des champs custom où du coup, on va vraiment avoir des bouts de messages qui vont s'adapter en fonction de la donnée qu'on a pu récupérer en amont. Donc sur depuis combien de temps la personne est en poste au sein du compte, si elle a eu un changement de poste récent, si on a connaissance d'une solution qui est en place au sein du compte. Donc voilà, on va pouvoir avoir plein d'infos qui démontrent en effet qu'on s'est intéressé au compte et au contact en question et qui vont rassurer sur le fait que le message est personnalisé et que c'est pas un message automatique diffusé en masse auprès d'un très grand nombre de comptes voilà, et qui vont du coup maximiser le taux de réponse qu'on va pouvoir espérer sur nos campagnes. Alors, on a une longue question qui nous arrive de Vincent. Alors, quel type de premier point de contact en cold email? Donc, cold email, c'est un mail envoyé à une personne à qui on n'a pas encore parlé, qui a priori ne nous connaît pas, ou si elle nous connaît, en tout cas, elle n'est pas arrivée dans nos bases de contact. Donc, quel type de premier point de contact email on peut faire? Est-ce qu'on fait une campagne ultra personnalisée type outil, l'Emlist, la grosse machine? On va y venir sur le sujet des outils qui permet justement ce côté optimisation de séquence. Ou est-ce que je fais un mail type plutôt newsletter via HubSpot? Donc là, la question, c'est finalement, est-ce que je fais un truc one-one qui part d'un commercial ou d'une personne identifiée, très personnalisée? C'est pas un mail marketing avec du design, c'est souvent des mails d'outreach, c'est des messages écrits comme si je recevais vraiment un mail qui a été tapé. D'ailleurs, c'est là un peu ce que ça émule. Donc voilà, donc ça c'est
c'est la première question. Et puis après, il y a un sujet sur la délivrabilité et l'impact dès le premier contact qui est effectivement une très bonne question. Est-ce que tu as des premiers éléments, Julie, puis peut-être je compléterai en fonction de ce que tu vas nous dire. Oui, bien sûr. De toute façon, il y a quand même l'enjeu RGPD qui est aussi important lié à cette question. C'est que si les personnes ne nous connaissent pas, pour interagir une première fois avec eux, il vaut mieux privilégier le canal one-to-one parce que normalement, on n'a pas le droit de les passer en contact marketing dans nos outils d'envoi marketing et donc de leur envoyer des emails type newsletter pour leur passer de l'information. Donc, souvent, la meilleure manière de détourner ça, c'est vraiment de passer par le canal one-one et donc des emails, comme le disait Guillaume, qui ont l'air, qui sont pas du tout designés et qui sont le plus naturel possible en mode conversationnel. Donc ça, c'est un premier point de réponse. Et du coup, en termes de délivrabilité aussi, c'est des mails qui seront potentiellement beaucoup moins susceptibles de passer en spam parce que envoyés d'une adresse personnelle et donc auront une chance d'aboutir dans la boîte de réception beaucoup plus grande si on fait bien ce qu'il faut pour faire monter progressivement la boîte d'envoi des commerciaux en volume pour pas qu'ils soient identifiés comme passant d'envoyer 10 mails par jour à d'un coup 200 mails par jour. Du coup là ça risque d'envoyer des signaux un peu négatifs, mais si on fait les choses proprement et qu'on fait ça progressivement, normalement on fait les choses comme il faut et on a des bons niveaux de délivrabilité. Ouais, je suis aussi, comme Julie, plutôt partisan de l'email one-one. Après, pour moi, ce qui fait vraiment la différence, c'est l'intérêt de ce qu'on va raconter dans l'email. Si évidemment, c'est pour dire à des cibles que j'ai pas super bien sélectionnées, un message ultra générique, bonjour, je vends ça, est-ce que vous êtes dispo pour en parler mardi à 11h30 ? Voilà, pour moi, c'est classement direct, mise en spam, et ça va en plus jouer contre la délivrabilité. Donc moi, c'est vraiment de dire, est-ce que j'ai un bon prétexte ? Est-ce que je parle à la bonne personne d'un sujet où j'ai quand même plus de chances qu'elle soit sensible à ce que je vais raconter ? Est-ce que j'apporte de la valeur ? Est-ce que je suis pas juste dans une relation de donne-moi un truc ? Est-ce que je donne un contenu, je pointe du doigt un truc que j'ai vu sur son site, ou je la félicite pour quelque chose que j'ai vu sur elle parce qu'elle a changé, elle a évolué de poste, ou sur ce que l'entreprise a fait, un choix de salon, une nouvelle signature. Donc c'est là où la personnalisation montre à minima, quand on montre qu'on s'est un tout petit peu intéressé, on a quand même moins de risque de se prendre des vents. Et puis après, côté technique, effectivement, la délivrabilité, donc pour ceux qui connaissent pas, la délivrabilité, c'est finalement la capacité à un mail que j'envoie à arriver à la destination. Donc il y a plein de critères qui jouent là-dessus. Est-ce que mon domaine est vu comme spam ou pas spam ? Est-ce que j'ai fait chauffer un peu, ce dont parlait Julie ? C'est le côté IP warming ou email warming. Il y a plein d'outils qui font ça, et notamment dans les outils type Lemlist ou la grosse machine, qui permettent de passer un petit peu sous les fourches codines des grandes messageries qui vont pas vous voir comme très spamming et qui vont améliorer votre domaine d'envoi, votre adresse d'email d'envoi pour éviter que vous tombiez en spam. Donc, il y a pas mal de sujets, on pourrait faire un live sur la délivrabilité. Mais en tout cas, merci pour la question, Vincent. Back to personnalisation, Julie. J'avais fini sur la personnalisation. On peut passer. Eh ben, très bien, il y a d'autres slides après. C'est très bien parce qu'en plus la question de Vincent fait un peu la liaison avec ça. On va utiliser deux grands types d'outils pour préparer les séquences. On a le premier qui finalement est plutôt lié à l'amont, la capacité d'envoyer aux bonnes personnes. Donc ça, c'est tout ce qu'on va avoir plutôt autour de la data. Donc des outils type SalesNav chez LinkedIn ou Nomination, c'est plutôt des annuaires. Et une fois que j'ai une première liste de données, je vais pouvoir les enrichir ou les cleaner pour aussi éviter les erreurs, parce qu'il y a quand même pas mal d'erreurs dans les bases. Identifier les adresses mail, identifier les numéros de téléphone aussi de temps en temps. Venir améliorer un certain nombre d'informations. Typiquement, j'ai le nom de l'entreprise et son URL, mais j'ai pas sa taille, j'ai pas sa localisation géographique, qui peut me manquer son secteur d'activité, je l'ai pas en masse en tout cas. Et ça, c'est des outils que je vais pouvoir utiliser dans les personnalisations, dans mes fameux tokens de personnalisation. Donc, Drop Contact ou des recaps, ça va être des outils d'enrichissement qui vont pouvoir faire ça. Et puis après, on a l'autre grande famille d'outils qui sont plutôt pour j'ai ma liste, j'ai mes messages,
il faut que les mails partent, il faut que les demandes de connexion LinkedIn se fassent. Il y a pas mal d'outils sur le marché, notamment en France, on est plutôt bon pour créer des outils, la grosse machine, Lemlist. Clé aussi intéressant, c'est un outil qui se complexifie, qui fait un peu plus même que ça, qui va aider aussi sur la data, qui va intégrer beaucoup d'IA à l'intérieur pour aller un peu personnaliser les contacts, ce genre de choses. Donc ça c'est quelque chose qui est intéressant sur cette partie-là, sur la partie outil. Et je vais juste rebasculer sur une question qui arrive de Jean Gros. J'espère que je le prononce bien. Je bosse pas mal sur du programmatique SEO, donc génération automatique de sites de blog. Je me demande si en ABM, il y aurait un intérêt à faire des micro-sites one-one, ou si ça apporte pas grand-chose vs d'autres formats. Alors, il y a deux façons de répondre à ça. La première, c'est que ça apportera pas grand-chose en termes de SEO. Ce sera des sites qui vont avoir un très très faible niveau de SEO, mais je comprends bien que derrière la question, c'est pas ça qui est visé. Aujourd'hui, on a vu arriver, notamment aux US, des outils type Uberflip qui permettent justement de générer des sites spécifiques compte par compte. Donc typiquement, je veux vendre quelque chose à la SNCF, je vais faire un site avec le logo de la SNCF, ça va peut-être aller chercher, maintenant l'IA va chercher un peu les actus, des choses comme ça, va filtrer un certain nombre de choses, va mettre le logo, peut-être les noms des bons contacts aussi là-dessus, le nom du commercial qui est dédié au compte SNCF, et des contenus spécifiques. Et ça va être automatiquement envoyé dans les messages d'outreach. Tout ce qu'on va proposer comme vidéo, comme article, en fait, j'ai une base de données de mes contenus et ils vont être dispatchés en fonction du secteur d'activité, de la taille de la boîte, peut-être de thématiques que j'aurais coché, peut-être d'historique aussi, si j'ai déjà un verbatim dans le compte ou des comptes similaires, des références, des verbatims dans ce secteur d'activité, ça va venir le faire. Donc l'idée est loin d'être bête. Ça peut être intéressant. Il faut le faire quand il y a suffisamment de contenu pour venir nourrir le site. D'une part, si c'est juste faire du générique, juste en changeant un logo, c'est peut-être pas la peine de faire quelque chose de complet. Peut-être que juste avec des outils type HubSpot, on peut faire des contenus conditionnels à l'intérieur d'une page. Donc je vais venir juste mettre un logo différent et puis chacun verra un site un peu différent. Voilà. En tout cas, ça s'étudie, ça peut être super intéressant. C'est quand même utilisé en général plutôt une fois que la relation est déjà un peu établie. Que j'ai déjà des contacts qui ont consommé un premier contenu, derrière de dire en fait ça sera un peu notre espace de discussion et puis l'idée derrière ça c'est que ça irrigue en interne, c'est que ça se disperse en interne, que la personne par qui je suis rentré transfère aussi à ses collègues, dit tiens c'est intéressant, regardez c'est des contenus faits pour nous, c'est dans nos réflexions du moment, ça peut être intéressant et aussi dans un contexte d'appel d'offres. Parfois, ça peut être intéressant aussi d'aller mettre des contenus qui ont alors pour le coup été faits spécifiquement ou adaptés spécifiquement dans le cadre de l'appel d'offres, parce qu'en général, quand il y a appel d'offres, on connaît les problématiques, de se dire, en fait, je joins à ma remise d'appel d'offres un mini-site dédié qui peut être super intéressant.